d'un an, j'ai emménagé dans un village des Hautes-Alpes qui s'appelle Orpierre. C'est un haut lieu de l'escalade en Europe. Pas sportive de l'extrême par nature, je suis plutôt prudente. Mais là, la proximité des falaises était trop tentante, alors je me suis mise à l'escalade. Et là, je me suis surprise. Je pensais que j'allais avoir le vertige, que ce serait compliqué. C'est pas du tout ce qui s'est passé. En fait, l'escalade, pour moi, c'est presque simple. Un jour, j'ai compris pourquoi. En réalité, ça fait 15 ans que je fais de l'escalade sur une paroi sacrément raide, qui s'appelle le handicap de ma fille. À 2 ans, Julia, qui ne marchait ni à 4 pattes, ni sur ses 2 jambes, est rentrée à l'hôpital pour une consultation de neuropédiatrie. Et quand elle est sortie, ce n'était plus simplement une petite fille avec du retard, elle était devenue une enfant handicapée. Je m'appelle Anne Juventeni, et ce jour-là, mon identité aussi a changé. Je suis devenue la maman d'une enfant en situation de handicap. Et tout le reste, ma vie sociale et professionnelle, mon entreprise, ma vie de femme, mes projets de vie, tout le reste est passé au second plan pendant des années. Pourquoi je fais le lien entre cette expérience et l'escalade ? D'abord parce que le jour où j'ai appris le handicap de Julia, je suis restée debout, enfin, une partie de moi était debout pendant que l'autre chutait. J'ai été saisie d'un grand vertige. J'ai tout de suite compris qu'une énorme montagne venait de se dresser devant moi et que je n'aurais pas d'autre choix que d'en faire l'ascension. Et encore, je ne savais pas à quel point, en termes d'équipement, de balisage des voies et d'assurage, on serait loin, très loin, de mes besoins de débutante en handicap. Comme on parle de la chair de ma chair, je n'ai pas attendu l'équipement, j'y suis allée. Et au début, je me suis beaucoup fait mal et j'ai souvent chuté. Quand par exemple on nous a annoncé qu'il faudrait attendre 6 mois pour que Juliette bénéficie d'une IRM afin de savoir s'il s'agissait d'une maladie dégénérative, comprendre, mortelle. Quand nous avons appris, ouf, que ce n'était pas dégénératif, mais qu'en l'absence de diagnostic, aucun pronostic n'était possible sur son avenir. Quand nous avons attendu quelques semaines de plus pour sa prise en charge dans un centre d'action médico-sociale précoce, le Sésame pour avoir accès à une aide adaptée à sa situation et financée, pour seulement 2h30 d'accompagnement par semaine. Quand j'ai complété le dossier de la Maison départementale des personnes en situation de handicap pour avoir une aide financière et que nous avons eu la réponse après presque 1 an, 120 € par mois pour un accompagnement qui nous a coûté 1 500 € par mois pendant des années. Je n'avais pas coché la bonne case. Quand nous avons tenté l'inclusion scolaire, attendu 1 an pour que Julia ait une accompagnante d'élèves en situation de handicap, une AESH, puis plus d'AESH la veille de la rentrée, quelques semaines après encore une AESH, et puis plus. Et cela pour 2 jours d'accompagnement par semaine, mais pas à l'heure du déjeuner. Hélas, il n'y a rien d'exceptionnel dans ce parcours qui est commun à toutes les familles concernées. Actuellement, 25% de nos enfants en situation de handicap n'ont aucune solution de scolarisation, et la plupart ne le sont que partiellement. J'ai passé beaucoup de temps au pied des parois à essayer des voies qui ne menaient nulle part, qu'au désespoir de constater mon impuissance à accompagner ma fille correctement dans ses difficultés. À 2 ans et demi, Julia a bénéficié d'une prise en charge du centre d'action médico-sociale précoce, 2h30 par semaine, 1 heure d'éducatrice, 1 heure de psychomotricité en groupe et 30 minutes d'orthophonie. Évidemment pas le même jour et pas pendant les vacances. Un sacré challenge en termes d'organisation. Évidemment, c'était largement insuffisant pour accompagner Julia dans ses difficultés, alors nous avons complété cet accompagnement avec des professionnels en libéral. Et comme c'était coûteux et encore insuffisant, je me suis formée. Et je suis devenue en quelque sorte psychomotricienne, orthophoniste, éducatrice de ma fille. Ça a été coûteux, ça a demandé beaucoup de patience.
Le 6 décembre 2009, à presque 3 ans et contre toute attente, Julia a fait ses premiers pas. C'était sur un marché de Noël pour aller faire du trampoline. Mais d'autres difficultés se sont présentées, d'apprentissage, d'élocution, de comportement. Je n'avais pas fini de grimper des falaises. Mes falaises se sont appelées colère, dépression, culpabilité, diagnostic, inclusion, isolement, regard des autres, acceptation. Cette dernière falaise a été la plus rude. Il m'a fallu accepter que Julia serait dépendante toute sa vie et en conséquence, son orientation dans le milieu protégé. Comment j'ai fait pour grimper ? J'ai vite compris 2 choses. La première, si on regarde trop en bas, la vie qu'on avait avant ou la vie des autres, ça donne le vertige et on risque de tomber. Si on regarde trop en haut, notre objectif, le sommet, l'inclusion de notre enfant dans la société, on peut vite se décourager et sombrer dans la dépression. Alors on regarde droit devant la paroi pour trouver la prochaine prise, pour créer une voie pour notre enfant. Parce que quand on parle d'escalade à handicap, on ne parle pas de grimper en salle avec des repères de toutes les couleurs adaptés à notre niveau. Oh non. En France, on parle d'une paroi raide avec peu de balises et pas beaucoup d'assureurs. Moi, j'y suis arrivée parce que des personnes étaient là justement pour m'encourager et m'assurer. Hélas, il y en a peu. Ils ne sont pas nombreux ceux qui nous voient grimper sur la paroi pour nos enfants. Et pourtant, nous sommes 800 000. Et encore, je ne compte que les parents d'un enfant mineur et je ne compte pas les grands-parents et les frères et sœurs qui souvent grimpent avec nous. Pourquoi ils ne nous regardent pas ? D'abord parce que certains pensent que l'État nous assure et qu'on n'en a pas besoin. Parce que d'autres ont peur de s'approcher de notre douleur. Et puis nous sommes invisibles, trop occupés à accompagner nos enfants à leurs multiples rendez-vous chez le kinésithérapeute, le psychomotricien, le neuropédiatre, l'ergothérapeute, l'orthophoniste, l'éducateur, le psychologue, et j'en passe. À 6 ans, Julia a été admise en externat dans un institut médico-éducatif. Un miracle en soi, quand on sait qu'en moyenne, il y a 4 ans de liste d'attente pour être admis. Ça a été un soulagement. Enfin, un accompagnement pérenne et adapté au handicap de Julia. Et même si j'ai pleuré la première fois quand je l'ai laissée là-bas, l'escalade est devenue plus facile. Plus facile, mais pas moins fatigante. Parce que Julia est passée du stade de l'enfant qui ne parle pas à celui de l'enfant qui répète en boucle des phrases stéréotypées. « Elle est où, maman ? Quelle heure il est ? Veux voir le feu d'artifice ?» Et d'autres phrases beaucoup moins poétiques quand elle n'a pas ce qu'elle veut. Et quand je parle de répétition, je parle de répétition quotidienne qui ne se mesure pas en dizaines, mais en centaines. C'est usant. Quand on est fatigué en escalade, on peut dire sec. Et là, la personne qui est à l'autre bout de la corde et qui nous assure la tient serrée pour nous maintenir sans effort contre la paroi. Dans le monde du handicap, on appelle ça le répit. Quand j'ai su que c'était possible, j'en ai fait la demande pour pouvoir passer 1 semaine de vacances avec mon mari Xavier et ma grande fille Flavie sans Julia. J'en ai fait la demande quand Julia avait 12 ans. J'ai eu une réponse positive quand elle a eu 13 ans et une place quand elle a eu 14 ans, pour 1 seule semaine de répit. Comme moi, il y a très peu de parents qui ont accès à ce dispositif pour lesquels les solutions sont mal connues et souvent peu adaptées. Alors, on compte sur la famille. Seulement voilà, la famille à la longue, elle se fatigue d'assurer et souvent, le couple se sépare. Et là, grimper, ça devient périlleux. Moi, j'ai eu de la chance. Mon mari Xavier a continué de grimper avec moi, même si parfois on n'était pas au même niveau sur la paroi, même s'il s'est parfois noyé dans le travail. Il faut savoir que 69% des parents aidants
déclarent que le handicap de leur enfant a des répercussions négatives sur leur couple. Alors beaucoup de parents sont en difficulté. Ils sont bloqués dans leur ascension, crispés, tétanisés sur la paroi, mais ils ne lâchent rien, parce que personne ne le fera à leur place. Et puis il y en a qui tombent, et certains ne se relèveront pas. Et ils ne sont pas seuls dans cette aventure. Ils ont cet enfant qui a un handicap, mais souvent aussi il y a des frères et sœurs qui attendent que les parents descendent de la paroi, mais ils ne peuvent pas. Alors ils vont grimper avec eux. Ma grande fille Flavie a souvent grimpé à mes côtés, même si j'ai essayé de l'en dissuader parce que je préférais la savoir à l'abri. Elle est devenue sacrément agile. Heureusement, cette expérience l'a fait grandir sans trop l'abîmer et aujourd'hui c'est une jeune adulte autonome merveilleuse. Moi je suis tombée, je me suis accrochée, je me suis relevée et j'ai réussi à créer une voie. J'ai réussi parce que j'ai des moyens, des ressources mentales, des ressources financières et aussi des personnes, ma famille, des amis, des professionnels qui étaient là pour m'encourager et m'assurer. Et j'en profite pour les remercier du fond du cœur, parce que s'ils n'avaient pas été là, je ne serais pas ici aujourd'hui, c'est sûr. Aujourd'hui, j'ai la chance de faire partie des 26% de parents d'enfants aidants, des parents aidants qui ont un état d'esprit positif. Aujourd'hui, Julia est une adolescente radieuse de 17 ans, certes déficiente, elle a 3 ans d'âge mental et des troubles autistiques. C'est une princesse chieuse, comme nous l'appelons tendrement, qui a le super pouvoir de pouvoir dire « ta gueule » à un quart de CRS sans passer la nuit au poste. C'est véridique, ils l'ont même escortée jusqu'à la voiture. Nos moments difficiles côtoient des moments magiques. Quand elle vient nous faire un câlin, qu'elle nous dit « Je suis contente de te voir » ou qu'elle est tellement heureuse qu'elle agite les bras comme si elle pouvait s'envoler. Ce n'est pas difficile d'aimer Julia. Ce qui est difficile en revanche, c'est de devoir se battre pour qu'elle puisse vivre heureuse et différente dans ce monde ultra-normatif qui peut tous nous faire souffrir. Alors certes, il m'arrive encore d'escalader et ma prochaine falaise s'appelle « Trouver un foyer de vie pour adultes pour ma princesse chieuse ». Mais j'ai appris à regarder autour de moi et à apprécier le paysage. Parce que c'est ça aussi l'escalade. C'est une expérience en pleine nature qui vous ramène à l'essentiel, comme le handicap. J'aimerais que tous les parents puissent retrouver la possibilité du bien-être malgré les réelles difficultés de cette épreuve. Mais certains manquent de force, d'autres de souplesse. Je voudrais que nous ayons tous les moyens de pratiquer cette ascension dans des conditions décentes et équitables. Alors, avec mon expérience et un groupe de grimpeurs, nous avons décidé de monter en tête pour ouvrir une nouvelle voie. Une nouvelle voie pour les parents aidants, avec un bel équipement, des balises, des assureurs et 2 moments de répit. En clair, les parents aidants ont besoin d'un accompagnement adapté pour l'enfant et la famille et de moyens supplémentaires pour le financer, l'un étant indissociable de l'autre. Alors je sais que beaucoup pensent que c'est le rôle exclusif de l'État d'assurer cette mission. Il y a des familles et des associations qui se basent dans ce sens, et je leur en suis reconnaissante. Mais cela ne suffira pas. Il y a de grands absents dans cette problématique sociétale majeure. Ce sont les entreprises. Ces entreprises qui emploient des parents aidants et qui devraient compléter l'aide de l'État. Actuellement, 50% des femmes s'arrêtent de travailler, provisoirement ou définitivement, pour s'occuper de leur enfant en situation de handicap. Ainsi, elles s'isolent et se précarisent. Moi-même, quand j'ai appris le handicap de Julia, j'étais indépendante. J'ai fait le choix de continuer mon activité professionnelle et je m'en suis remerciée tous les jours, car le travail a été une bouffée d'oxygène.
Certes, certaines mères feront le choix de s'arrêter, mais la plupart souhaitent conserver une activité temporairement, à titre partiel. Mais certaines mères préfèrent poursuivre leur activité de façon partielle ou pouvoir reprendre après une pause. Et pas seulement pour des raisons financières, pour sortir du face-à-face avec le handicap et se sentir soutenu. Alors, que proposent les entreprises à ces parents aidants et en particulier à ces mères? La réponse n'est pas grand-chose, voire pire. Les femmes sont encouragées à cesser leur activité professionnelle pour s'occuper de leur enfant. Parce que pour beaucoup d'employeurs, aidance ne rime pas encore avec performance. Raison pour laquelle seulement 25% des aidants vont signaler leur situation à leur employeur. Et la boucle est bouclée. Puisque les mères s'arrêtent de travailler, puisqu'elles ne signalent pas leur situation à leur employeur, pourquoi devraient-ils s'intéresser à leur santé et à leur bien-être? Eh bien moi, je vais vous dire pourquoi ils devraient le faire. D'abord, cette inégalité est inacceptable. Encore une fois, les femmes paient le plus lourd tribut. Enfin, qui a envie de vivre dans une société, de travailler dans une entreprise où il ou elle n'est pas soutenu dans ce moment de vulnérabilité absolue qui est celui d'avoir un enfant malade ou en situation de handicap? Pas moi, et je l'espère, pas vous non plus. Depuis 2 ans, une entreprise de l'économie sociale et solidaire, une entreprise à mission, dont la raison d'être est d'apporter aux parents d'un enfant en situation de handicap à la naissance un soutien immédiat et inconditionnel, propose une solution. Elle propose un accompagnement par des professionnels du handicap financé par une assurance collective qui peut être souscrite par l'entreprise, qui peut être inscrite dans les conventions collectives nationales afin de soutenir le plus grand nombre. Ainsi, travailleurs salariés et non salariés et entreprises peuvent la cofinancer. Ce dispositif de protection sociale complémentaire qui combine un accompagnement de l'enfant et de la famille et un financement est une innovation sociétale majeure. Elle ouvre la voie à une nouvelle manière d'être assuré. Parce que recevoir un chèque quand on a un dégât des eaux chez soi, ça suffit. Mais pas quand on a un enfant malade ou en situation de handicap, ni dans d'autres situations d'aidance. Aujourd'hui, ce dispositif a besoin de chacun de nous pour devenir la norme et pas l'exception. Pour permettre à 28 millions d'actifs et 6,5 millions d'entreprises de couvrir 800 000 parents aidants. Quand on grimpe en tête, on prend plus de risques. Alors on a besoin d'être mieux assuré. Je vous le demande. Est-ce que vous êtes prêts à regarder en l'air et à nous voir grimper pour nos enfants et un pas plus loin, à nous assurer, à permettre à 800 000 parents aidants de redevenir tout simplement des parents aimants? Julia et moi, toutes les Julia et tous leurs parents, nous comptons sur vous.